Je vais vous demander d'accueillir sur scène Monsieur Jérôme Bonnet, qui va venir vous parler. Monsieur Jérôme Bonnet est directeur central de la police judiciaire depuis la fin de l'année dernière. Vous étiez, Monsieur Bonnet, auparavant chef du service d'information et de la communication de la police. Vous avez notamment eu à gérer la communication de crise après les attentats dont nous avons tout à l'heure évoqué le souvenir. Vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure de la police. Vous avez intégré la police judiciaire parisienne en 2000, où vous avez notamment occupé la fonction de chef de section à la crime. Vous avez également été chef de cabinet chargé de la politique pénale et de la police judiciaire du DGPN à partir de 2009. Monsieur le directeur, si vous voulez bien prendre la parole devant les auditeurs. Merci beaucoup, ça fait un peu entrer en scène, mais bon. J'espère que je ne vous donnerai pas l'occasion de ne pas m'applaudir à la fin. Donc juste vous dire d'abord que je suis extrêmement flatté d'avoir été invité. Hélène Cazaux-Charles m'a sollicité il y a quelques semaines de ça, avec sans doute l'exercice le plus difficile, c'est qu'elle m'a dit « vous parlez de ce que vous voulez ». Donc je n'ai pas la prétention de vous intéresser à la saison déplorable du rugby club toulonnais en matière de top 14 ou de choses comme ça. Donc j'ai essayé de centrer quand même mes sujets sur quelques réflexions qui ont notamment fait l'objet de travaux de votre part et à l'instigation également des organisateurs de cette cérémonie, j'ai choisi de travailler sur un sujet qui ne cesse de m'interroger, c'est le secret de l'enquête et la présomption d'innocence. Alors j'étais moi-même à votre place il y a quelques années, évidemment, en 2012-2013, et cette cérémonie, parfois, m'avait semblé un peu longue, donc je ne doute pas que ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais néanmoins, je vais essayer d'aller assez vite. En y réfléchissant un tout petit peu à ce sujet, secret de l'enquête et présomption d'innocence, sur lequel je n'ai nulle prétention de faire ni du droit, ni de la sociologie, ni de la critique décomplexée des médias. Je me suis dit, tiens, s'il fallait trouver un titre, je m'étais dit, tiens, secret de l'enquête et présomption d'innocence, deux fictions nécessaires. J'y reviendrai. Donc voilà, nulle prétention de ma part, mais en revanche, la nécessité de gérer un grand écart en quelques mois qui était celui de gérer la communication de la police nationale et celui de me retrouver à la tête de la police judiciaire, c'est-à-dire de répondre à tous les appels de journalistes du matin au soir et de ne plus leur répondre. Donc désolé pour ceux qui sont dans la salle et à qui je ne réponds pas en ce moment, pour savoir ce qui se passe, où ça se passe, si on est bien en perquisition, si c'est bien un attentat terroriste ou pas, je ne peux plus trop vous répondre parce que j'ai changé de métier. Mais donc j'ai géré et je jongle en permanence entre ces deux nécessités assez contradictoires. La présomption d'innocence, je ne vais pas vous faire un cours dessus, on est sur un principe cardinal de notre droit qui est de niveau, à mon sens, qui est de niveau constitutionnel, mon sens n'a pas tellement d'intérêt dans l'histoire, qui est un principe fondamental qui protège les mises en cause de l'arbitraire, qui garantit le contradictoire, l'exercice des droits de la défense, in fine, qui garantit un procès équitable. Alors, petite précision quand même, présomption d'innocence ne signifie jamais que le suspect ou le mis en examen est innocent. Parce que souvent, c'est la confusion que l'on fait, j'y reviendrai. Non, c'est un package, en quelque sorte, de droits qui sont liés au fait de protéger cette personne de l'arbitraire. Ça ne signifie pas que celui qui est lancé parfois et jeté à la vindicte est innocent. Pas du tout. Je vous donnerai un petit exemple. Le secret de l'enquête, lui, finalement, c'est aussi un principe qui parfois contribue d'ailleurs à la présomption d'innocence, en ce qu'il va protéger, entre autres, le mis en cause ou mis en examen, mais c'est aussi un secret qui protège l'enquête elle-même, qui protège les enquêteurs et tous les acteurs de la procédure qui y procèdent, mais qui protège aussi les victimes. Et finalement, ces deux notions, ces deux obligations très fortes dans notre droit, qui à mon sens ne sont quasiment jamais sanctionnées, sont évidemment percutées par d'autres principes fondamentaux que sont la liberté de la presse, le droit à l'information. Et le droit à l'information et la liberté de la presse, c'est, pour l'essentiel,
la rédaction ou la mise à disposition du public de violation du secret de l'enquête, par définition, protégé par un autre principe qui est celui du secret des sources. Non pas que les journalistes aient un plaisir malin à violer le secret ou à recéler des violations du secret, mais juste ils font leur boulot de relation des faits, mais qu'ils ne peuvent faire que si on a violé le secret. C'est quand même une machine qui fonctionne tous les jours, comme ça. Donc on a des professionnels tenus par le secret, qui violent le secret pour alimenter des journalistes qui exercent une liberté qui est également une liberté fondamentale, qui est celle d'informer le public, mais sur la base d'infractions punissables par la loi, ce qui est quand même une espèce de logique un peu particulière. Et cette violation du secret a en général deux origines, les fuites ou la communication. Et en général, moins on communique, plus il y a de fuites. C'est le principe du tuyau, hein, si on bouche le tuyau, les fuites... Prenons un exemple concret. Le 9 juin dernier, à Lorient, une voiture qui semble fuir un contrôle routier fauche 2 enfants, en tue un, en blesse de façon très importante le second. Une enquête est ouverte. Le conducteur et sa passagère sont recherchés. Je me suis amusé à reprendre quelques titres ou accroches de certains médias, d'un média d'ailleurs, mais je ne vais pas le citer, un bon média, avec de vrais professionnels chez les journalistes des sujets police-justice, et on voit à quel point ces notions sont un peu gazeuses, finalement, quand on les confronte les unes aux autres. Le chauffard présumé, virgule, qui a tué un enfant et blessé grièvement un autre dimanche à Lorient, reste introuvable. Celui-là, je l'aime bien, j'avoue. Drame de Lorient, les fuyards ont coupé leur portable. Et enfin, enfant fauché à Lorient par un chauffard, la passagère interpellée. Je pense qu'au moment où sort cette info, si je prends le timing, ses droits ne lui ont pas encore été notifiés à la passagère. Et donc finalement, on retrouve plein d'ingrédients, c'est-à-dire la fuite, c'est-à-dire qui peut dire, qui d'autre que l'enquêteur, le policier probablement, peut dire aux médias que les portables ont été coupés. 9 chances sur 10 que ce soit un policier. Alors d'ailleurs, il y a 2 messages là-dedans. Le portable a été coupé, c'est 1, on a une info de premier abord. Le portable a été coupé. 2, ça signifie la police est un peu dans la mouise, parce que comme on n'a pas les portables, on ne sait pas trop où ils sont. Donc on a deux informations qui nous intéressent. Moi, ce qui m'interroge en tant que chef de police, c'est quel besoin a celui qui le dit de le dire? Quel besoin a le policier qui le dit de le dire? Si ce n'est donner comme information aux fuyards, surtout, rallumez pas votre téléphone. Mais sinon, ça n'a aucun autre intérêt. Quel besoin le média a-t-il d'en faire état? Alors là, il y a deux motivations. La principale, c'est le storytelling, parce que bon, on a 2 choses dans cette histoire. C'est qu'on a quand même quelqu'un qui a fui suite à un contrôle. Donc on a le petit storytelling de si les policiers ou les gendarmes ne poursuivaient pas les gens, il n'y aurait pas de mort. Et là, on a le storytelling, mais qui est au-dessus quand même, c'est qu'on a un gamin qui est mort. Donc finalement, le gamin a tué le sujet de la poursuite dans cette affaire-là. Le storytelling, c'est le gamin a été tué, il faut retrouver qui l'a tué. Après, parfois, je me dis, mais peut-être que mes amis journalistes me contrediront, c'est que dans le fait de donner une telle information, il y a aussi le fait de dire je suis un bon journaliste, parce que j'ai les bons contacts et que je sais les choses et que je les sais très vite et que vis-à-vis de mes camarades, je montre à quel point je suis performant parce que mes contacts sont les bons. Le chauffard présumé, ça là c'est ma préférée, hein, je reprends le titre. Hein, alors ça c'est de la précaution rédactionnelle de niveau première année de droit après 3 redoublements. C'est celle qui donne l'illusion à son auteur qu'il a respecté la présomption d'innocence. Chauffard présumé. Alors chauffard, c'est une infraction qui n'existe pas des masses, mais il est chauffard présumé, mais il a tué un enfant. Il n'est pas présumé l'avoir tué. Il l'a tué et il en a blessé grièvement un autre. Il s'appelle Kevin L.R. Et puis évidemment, on oublie que ce qui est présumé, c'est l'innocence.
ce n'est pas le fait d'avoir commis l'infraction. Donc il est chauffard présumé, mais enfin, c'est les débats que l'on avait autour de la culpabilité éventuelle de Dominique Strauss-Kahn à l'époque. C'est-à-dire, qui pouvait dire, hein, ça me fait penser un peu aux précautions d'usage sur l'abus d'alcool, c'est-à-dire que vous faites la pub sur le vin, vous avez la petite ligne en bas qui dit l'abus est dangereux. Là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on va gloser autour de ce sujet-là, on va faire des débats même sur la culpabilité, mais il est présumé innocent. Alors, ben là, avec ça, il est tranquille, son honneur est sauf. Je ne parle pas de Dominique Strauss-Kahn en particulier, je remets dans le contexte de la pression médiatique. Et donc c'est un peu le sujet où effectivement, dès lors qu'on jette en pâture un nom, c'est un peu compliqué de rappeler par le principe que donc elle est présumée innocente. Alors là où il ne faut pas se lancer dans des critiques excessives, c'est que l'information continue, les réseaux sociaux, etc., ne sont pas responsables de ça. En tout cas, je ne pense pas. Si on voit l'histoire du polar et l'histoire du fait divers, la presse s'est toujours passionnée pour ces sujets-là et a toujours eu un véritable intérêt. L'information continue et les réseaux sociaux n'ont fait qu'accélérer, à mon sens, les choses et les intensifier. Les réseaux sociaux, ils ont ceci de particulier dans ce bazar, c'est que, ils accélèrent la vitesse de rotation de l'information, ils permettent à chacun d'avoir un avis, c'est-à-dire qu'on a un avis sur le fuyard qui a écrasé le gamin. Ils permettent des débats sous-jacents. Est-ce qu'il était d'origine étrangère? Est-ce que du coup, s'il est d'origine étrangère, c'est un problème lié à l'immigration parce qu'il a écrasé un gamin, etc., etc. On peut débattre, c'est ce que permettent les réseaux sociaux. Et puis on devient même acteur. Hein. Moi j'ai lu là, sur cette affaire qui nous occupe, hein, puisque c'est un de mes services qui est en charge de l'enquête, c'est qu'on a également le tweetos qui s'improvise enquêteur. On a retrouvé le cadavre au pied des falaises en Bretagne, des fuyards. Et dans certains cas, on l'a vu sur les attentats, on a pléthore d'enquêteurs qui se révèlent et qui ont vu, qui ont aperçu, qui savent que c'est des images de vidéoprotection qu'on aurait volontairement floutées pour pas affoler, etc. etc. Et l'info en continu, finalement, mais qui n'est pas le fait des chaînes d'information en continu uniquement, parce que tous les médias font de l'information en continu, c'est une espèce d'accélération du phénomène. Moi, je me souviens, je ne vais pas dire qu'il y en a dans la salle, mais je me souviens d'appels un peu hystérisés où on m'appelait en me demandant « mais alors c'est un attentat, c'est terroriste ce qui vient de se passer ?» Et la plupart du temps, je ne savais pas ce qui s'était passé. C'est-à-dire que la technostructure policière, administrative, a très souvent, sur les attentats que l'on a vécus, appris les choses plus vite par les médias et les réseaux sociaux d'ailleurs que par la structure elle-même et la remontée officielle d'informations. Donc pour l'essentiel, moi, ce sont les médias qui, dans la position que j'occupais, m'ont appris la survenance d'événements graves. Ce qui doit interroger d'ailleurs sur nos propres processus en interne, police, gendarmerie, etc., de circulation de l'information et de cette verticalité de la remontée de l'information, là où les réseaux sociaux l'ont totalement horizontalisé. Mais c'est un autre sujet, un autre débat. Cette accélération a aussi un impact sur la communication officielle. Il est en effet normal que la population soit informée, mais cela jette un peu, contraint les décideurs à communiquer toujours plus et toujours plus vite. Donc on va parfois trop vite et on en dit trop. Et à l'inverse, on a des postures qui sont celles de on refuse de communiquer, et donc quand on communique, il n'y a plus personne. Tout a déjà été dit, tout a déjà été partagé, tout a déjà été commenté, et on se retrouve un petit peu le bec dans l'eau. J'ai connu encore très récemment des points presse qui étaient organisés par un parquet où on avait 2 malheureux correspondants locaux qui s'étaient pointés parce que tout était déjà sorti. C'est-à-dire qu'on a une inadaptation parfois de la communication officielle à la vitesse de rotation de ces phénomènes-là. Tout ça, comme je le disais, basé sur la violation, à la base, de quelque chose de fondamental, qui est le secret de l'enquête. Alors on peut trouver ça normal, scandaleux, on se rappelle tous de cet épisode, je le relate parce qu'il vient souvent dans les conversations, c'est la fameuse attaque de l'hypercachère, c'était de se dire, mon Dieu, qu'ont fait les médias en révélant que
il y avait des victimes potentielles, des otages potentiels, en tout cas des cibles potentielles qui étaient dans les sous-sols de... ouais, c'est pas bien de la part du journaliste, enfin, il n'y a pas de débat là-dessus, mais ce journaliste ne l'a pas appris tout seul. Et il l'a très, très, très vraisemblablement appris de la part de personnes ayant à en connaître et tenues au secret. Sauf qu'évidemment, ces secrets ne sont pas... La violation de ce secret n'est jamais sanctionnée, ou quasiment jamais. Le secret des sources protège les journalistes de l'infraction de recel, de violation du secret, mais protège par la même occasion, par effet un petit peu collatéral, protège ceux qui sont auteurs de la violation. C'est-à-dire que j'ai aucun problème avec la notion de protection du secret des sources, mais le problème, c'est qu'en protégeant le secret des sources, on protège ceux qui ont violé le secret et qui parfois ont pu mettre en danger l'enquête, les victimes, les policiers, les gendarmes, etc. Et pour moi, trahir ce secret quand on est policier, pour ne parler que de ma paroisse, est une faute que je considère comme véritablement grave et qu'il faut, à mon sens, sanctionner, sauf qu'on a aujourd'hui un peu les pieds et poings liés sur le sujet. Donc en général, on s'émeut, on se scandalise et on passe à la suite. Donc certains prônent la fin du secret de l'enquête sous ce prétexte, c'est de dire, puisque de toute façon tout est public, puisque de toute façon tout se sait, bah, autant le supprimer. Et en plus, c'est jamais sanctionné, donc on le supprime. D'autres, à l'inverse, s'arc-boutent. Moi, ça me fait penser à l'image de la tempête, où on s'accroche à un arbre et on essaie de voir qu'il n'y a pas la tempête, mais c'est de dire, non, ce secret est absolu, il faut absolument, sans tellement tenir compte de l'évolution des choses et de la tempête médiatique. Ce qui, à mon avis, est une posture, à mon sens, aussi intenable. Ma conviction, c'est qu'il faut maintenir ce principe du secret de l'enquête parce que, notamment, il est protecteur de la présomption d'innocence, il est protecteur de l'enquête, de son bon déroulement ou de l'intérêt des victimes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur des faits encore assez récents, des enquêtes ont été mises en péril dans leur déroulé par cette violation du secret et en tout cas par des sorties d'informations qui étaient beaucoup trop rapides. Ça a été le cas, par exemple, sur l'attentat de Lyon, où les informations qui étaient délivrées quasi à flux tendu ont permis d'ailleurs au gardé à vue de bâtir sa stratégie de défense d'ores et déjà. On sait déjà ce qu'il va plaider en assises, sauf qu'il le plaide déjà quasiment en garde à vue, parce qu'avec tout ce qui est sorti, il a beau jeu de commencer à se défendre. Et à mon sens, je suis assez attaché à ce principe, très attaché au principe du secret de l'enquête, mais je pense que pour qu'un principe soit appliqué, il faut qu'il soit sanctionné, et pour qu'il soit sanctionné, il faut qu'il le soit bien. Et je pense que le secret de l'enquête doit peut-être être réétudié, être réévalué, à l'aune non pas d'un principe absolu et derrière lequel on se cacherait sans finalement faire grand-chose, mais peut-être en s'attachant aux conséquences de sa violation. C'est-à-dire, ne faudrait-il pas s'attaquer à la question du secret de l'enquête et de sa violation en considérant les atteintes qui auraient pu être portées à la présomption d'innocence, les atteintes qui auraient pu être portées à l'intérêt des enquêtes, à l'opérationnel, ou aux intérêts des victimes lorsqu'il est violé. Et je pense que dans ces cas-là, on serait beaucoup plus cohérent vis-à-vis de quelque chose qui me semble assez fondamental et qui est fait pour protéger. Donc voilà, c'était cette réflexion que je voulais partager avec vous, c'était de dire que, à mon sens, le secret de l'enquête était quelque chose qu'il fallait maintenir, mais peut-être un petit peu adapté à la réalité, en tout cas, à la réalité du monde dans lequel on est et d'un monde d'ultra-communication. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Monsieur le directeur, un très très grand merci pour cette intervention. Vous avez pris un exemple de l'actualité, mais est-ce que vous imaginez quand même que demain, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, on en parlait tout à l'heure, ne vont pas être finalement des handicaps supplémentaires? La vitesse. Je posais un jour la question à ma grand-mère qui était née en 1906 et je lui disais, elle avait 104 ans avant de partir, je lui posais la question, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce siècle? Et elle m'a dit, l'accélération. On est dans cette accélération permanente. Je suis un peu surpris quand j'entends le directeur nous dire que la presse l'informe. Est-ce que c'est vraiment une évolution vers laquelle on va devoir être confronté éternellement? Alors, j'ai cru que vous alliez me demander où est-ce qu'on en était de l'enquête. Mais non. Comme il y a des journalistes, je vous le dirai après. Oui.
Ou je leur demanderai directement. Mais on avance bien. Non, je l'ai abordé. Je pense qu'un des défis fondamentaux des forces de sécurité aujourd'hui, quelle qu'elle soit, enfin, mais bon, c'est la gestion de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve que l'on a un vrai décalage entre cette horizontalisation et nos fonctionnements. C'est-à-dire qu'on a une espèce de principe hiérarchique de remontée de l'information qui est un principe qui a une valeur et des valeurs, enfin, qui correspond à quelque chose, à une vraie exigence, mais qui ne correspond plus au rythme. Aujourd'hui, et en plus, avec cette notion, là où aujourd'hui l'information est partagée, qu'elle soit la bonne ou qu'elle soit la mauvaise, ce vieux principe selon lequel j'ai l'info, donc j'ai le pouvoir. Aujourd'hui, ce pouvoir est complètement disséminé entre 1000 acteurs, 1000, 10 000, des millions, et finalement ne garantit plus que celui qui a l'info a vraiment le pouvoir, parce que quand il l'a, s'il l'a trop tard, il a perdu tout son pouvoir. Donc je pense que c'est un des défis fondamentaux et extrêmement structurants de nos organisations en charge de la gestion de crise notamment, c'est de parvenir non plus à la remontée d'information, mais au partage de l'information selon une codification qui doit être évidemment travaillée. C'est pas tout le monde dit n'importe quoi sur tout et puis on se débrouille. J'ai eu à gérer la question de la gestion de l'information à ma petite mesure quand j'étais en charge de la communication de crise. Et on a bâti des méthodes à notre petit niveau qui étaient des méthodes où justement le partage de l'information nous faisait aller beaucoup plus vite. Et surtout, derrière, on y appliquait une méthodologie qui était quelle est la valeur qu'on accorde à l'information, dans quel silo on va la classer, on va l'enrichir, mais on ne va pas sans arrêt. Je vais vous raconter une anecdote. J'aime bien les anecdotes. Il y a quelque temps de ça, j'occupais les fonctions par intérim de directeur de cabinet du directeur général, et vous aviez des identitaires qui s'amusaient dans leur délire là, à arrêter des migrants pour le compte de la police ou de la gendarmerie dans les Alpes. Voilà. Et pour montrer qu'ils étaient plus forts que... je suis pris au saut du lit par le cabinet du ministre pour me dire qu'est-ce qui se passe là-bas. Il semblerait qu'on ait arrêté du monde. Et puis donc j'ai téléphoné et j'ai demandé à ma chaîne hiérarchique qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Donc j'ai appelé la direction qui est en charge de ce sujet, qui elle-même a appelé sa direction zonale à Marseille, qui ensuite a appelé sa direction départementale à Gap, qui a appelé le poste de police aux frontières de Montgenèvre, où on m'a dit « il ne s'est rien passé cette nuit ». Donc l'info est remontée dans ce sens-là. Et puis 5 à 6 heures après, on me dit « non, en fait, il y a eu un truc ». Ah, donc on repose la question, ça suit ce cheminement-là. Et donc j'ai su qu'on avait effectivement eu des mises à disposition par des identitaires dans la nuit vers 16 heures. J'ai eu cette info vers 16 heures. Donc je suis passé quand même pour un peintre, hein, pour tout dire. Alors qu'il y avait quand même un officier de police qui était sur place, qui avait un téléphone portable et qui savait parfaitement ce qui s'était passé, puisque c'est un peu son boulot. Et notre système, aujourd'hui, je suis à peine dans la caricature, mais fonctionne sur ce type de base. Mais je le dis vraiment avec force, je pense que si on devait prioriser les enjeux de nos maisons, en tout cas de la mienne, de la nôtre, ce sujet-là serait absolument cardinal, au-delà de tout autre, au-delà de sujets organisationnels ou autres, la gestion de l'information. Merci infiniment en tout cas d'avoir mis ces sujets à l'honneur.